En 1973, le politicien Alain Peyrefitte écrit l'ouvrage « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera », afin de mettre en valeur le fait que la Chine va connaître une montée de puissance, notamment économique, dans les années à venir. Par contre, la partie « Le monde tremblera » du titre de l'ouvrage sert à mettre en valeur le fait que la Chine n'a pas de soft power efficace et donc qu'elle fait peur et que sa montée en puissance est une menace. En 1949, il y eut la fondation de la République populaire de la Chine, avec à sa tête le Parti communiste dirigé par Mao Zedong. D'ailleurs, la Chine n'a pas toujours été communiste. En effet, la Chine était un empire. Mais en 1911, cet empire est supprimé et la Chine devient une république. En 1928, Kuomintang, qui est un parti politique, installe une dictature et crée donc deux branches. La première étant la branche des communistes, dirigée par Mao Zedong, et la deuxième étant celle des nationalistes, dirigée par Jiang Zeshi ou Chiang Kai-shek, qui lui est le principal représentant de la Chine et l'interlocuteur officiel, et il a un siège à l'ONU. La création de deux différentes branches suscite des tensions et donc mène à une guerre civile après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette guerre civile est remportée par Mao Zedong en 1949. Par conséquent, Jiang Zeshi part à Taïwan et établit une Chine officielle là-bas. Du coup, la Chine de Mao n'est pas reconnue jusqu'aux années 70. Nous nous demanderons donc en quoi nous pouvons dire que la Chine affirme progressivement sa puissance dans le monde depuis 1949. Dans un premier temps, nous porterons notre attention sur l'extension de l'influence chinoise en Asie sur la scène internationale de 1949 à 1978. Dans un second temps, nous évoquerons l'émergence d'une puissance mondiale de 1978 jusqu'à aujourd'hui. Tout d'abord, la République populaire de la Chine cherche à étendre son influence en Asie et sur la scène internationale des années 1949 à 1978. Donc, elle commence par être un État satellite de l'URSS et adapte donc son idéologie, le communisme. Il se base donc sur le modèle de l'URSS d'un point de vue économique et d'un point de vue de politique intérieure. En effet, tout d'abord, concernant l'économie, ils mettent en place un traité d'amitié signé en 1950. Donc, l'URSS accorde des prêts à la Chine et la Chine met en place une économie planifiée sur le même modèle que l'URSS. Donc, le plan quinquennal en 1953 et qui va durer 5 ans. Grâce à ce plan, l'industrialisation devient une priorité et la collectivisation des activités économiques s'applique en Chine. Maintenant, d'un point de vue de politique intérieure, la Chine adapte évidemment le communisme totalitaire, tout comme l'URSS. Il y a donc un seul parti communiste chinois, PCC, qui est autorisé. Afin donc d'imposer cette idéologie sur le peuple, la RPC met en place des camps de rééducation, intitulés les Laogai, tout comme les goulags en Russie. Il y a aussi la mise en place d'encadrement de jeunesse et de la société, et des élites traditionnelles qui sont remplacées par des cadres du PCC. En 1950, la RPC intervient dans la guerre de Corée en s'opposant à l'impérialisme américain, donc à la politique d'endiguement de Truman. Ainsi, la RPC s'affirme en Asie dès les années 1950 et étend son influence sur celle-ci. Par contre, suite à la mort de Staline en 1953, Mao voit l'opportunité de devenir le seul leader du communisme dans le monde. Ainsi, en 1956, il met en place la politique de désinstallation en URSS, qui crée ainsi une rupture avec cette dernière. Il va donc mettre en place une nouvelle idéologie, inspirée du communisme et du marxisme, le maoïsme. Cette idéologie rassemble le communisme et le nationalisme, qui représente d'ailleurs un nouvel espoir mondial suite à la déception des Européens communistes en Staline. Par contre, cette rupture avec l'URSS n'est officialisée qu'en 1961, lorsque l'URSS était engagée dans la guerre froide et notamment la crise de Cuba, et donc la RPC la déclare en tant que traître. Ainsi, c'est en 1963 que tous les conseillers de l'URSS sont expulsés du sol chinois, permettant ainsi l'affirmation d'un socialisme chinois. D'ailleurs, ce socialisme chinois va progressivement obtenir sa reconnaissance non seulement à l'échelle nationale, mais à l'échelle
internationale en appliquant 3 stratégies spécifiques. La première étant lorsque la Chine se déclare en tant que leader du tiers-monde. En effet, Mao veut se faire reconnaître par le bloc de l'Ouest. Ainsi, la RPC va aider des pays africains. Ils vont aussi aider des pays qui vont suivre leur modèle politique, le maoïsme, comme par exemple en Tanzanie. Et ils vont aussi aider le mouvement des Khmers rouges au Cambodge en 1975, ce qui va leur permettre davantage de se qualifier en tant que leader du tiers-monde. Ensuite, dans un second temps, ils vont aussi obtenir l'arme atomique en 1964. Enfin, dans un troisième temps, il va y avoir un rapprochement avec les États-Unis. La RPC devient donc représentant de la Chine à l'ONU en 1971 et non plus Taïwan. En 1972, le président Nixon voyage en Chine afin d'affaiblir l'URSS puisque ces deux pays s'opposent à l'idéologie de l'URSS. De plus, il y a eu le communiqué de Shanghai qui permet la reconnaissance de l'unité de la Chine et de la souveraineté de la Chine sur le Tibet. Ensuite, en 1976, il y a eu la mort de Mao, qui lui avait déjà accompli son but, donc la RPC est reconnue comme la Chine officielle, et laisse place à un nouveau successeur en 1978, qui se nomme Deng Xiaoping. Ainsi, au bout de 1978, la RPC non seulement devient la Chine officielle, mais elle a réussi à avoir une influence sur l'Asie et sur la scène internationale. Ensuite, depuis 1978 jusqu'aujourd'hui, la Chine ne cesse de s'imposer à l'échelle internationale et de devenir une puissance mondiale. En effet, elle subit tout d'abord un tournant économique dans les années 80, après la mise en place d'une nouvelle réforme par le nouveau dirigeant Deng Xiaoping. Sa stratégie est de s'ouvrir plus au monde. Donc, il s'appuie sur 4 piliers de modernisation principaux: l'industrie, l'agriculture, la haute technologie et la défense nationale. De plus, il cherche à élargir le rôle de l'économie du marché, qui va donc laisser place à une libre concurrence. Cela contredit bien évidemment le communisme, mais il se justifie en disant que le socialisme mène au développement, qui lui est un rôle prépondérant dans l'économie du marché. Par conséquent, cela permet à la mise en place d'entreprises privées, de création de zones économiques spéciales, ZES, qui permet la décollectivisation des terres. Donc, les paysans ont le libre usage des terres, mais pas la propriété elle-même. Ainsi, nous pouvons dire que l'économie chinoise prend un fond libéral, mais garde toujours une forme socialiste. Par contre, quant à la politique intérieure de la Chine, elle impose toujours son autorité grâce à l'aspect communisme du régime et donc le contrôle de la population. Par exemple, en 1979, il y a la mise en place de la politique de l'enfant unique. Ou bien, en 1989, il y a eu de grands rassemblements d'étudiants à Tiananmen qui, eux, demandaient plus de liberté. Comme réponse, le gouvernement envoie des chars d'assaut et cela résulte donc en un massacre qui isole la Chine du reste du monde pour 3 ans. Par contre, ensuite, en 1992, les pays reprennent contact avec la Chine et la Russie et la Chine s'approchent. En outre, c'est ce tournant économique des années 80 qui permet à la Chine de devenir une puissance économique à l'échelle mondiale. En effet, le PIB par habitant est multiplié par 10 depuis les années 1978. De plus, la Chine devient le premier exportateur mondial et s'intègre progressivement à la mondialisation. La Chine s'intègre aussi à plusieurs organisations, comme l'Organisation mondiale du commerce en 2001, l'OMC, ou bien à la NDT, qui lui permet davantage de devenir un énorme exportateur. En 2010, la Chine dépasse le Japon quant au PIB, et enfin, en 2014, la Chine dépasse les États-Unis quant à l'économie et devient la première puissance économique mondiale. Aussi, depuis les années 2000, la Chine devient un grand investisseur dans le monde, surtout en Afrique. Par exemple, ils mettent en place la diplomatie du cadeau, c'est-à-dire la Chine offre des infrastructures à des pays africains et en retour, ils peuvent exploiter le pétrole et les hydrocarbures, acheter des terres cultivables pour nourrir la population chinoise, ils peuvent vendre des armes et aider au développement des relations, donc l'ONG. Enfin,
Deng Xiaoping met en place un système de transport intitulé Nouvelle route de la soie. En effet, cela lui permet de transporter des matières premières de l'Afrique en Chine et de les renvoyer en Europe, par le biais de voies ferrées, maritimes et de routes terrestres. Par contre, cette puissance économique a des aspects négatifs et des désavantages, comme par exemple, la Chine est un pays qui dépend énormément de la mondialisation. De plus, la Chine a encore beaucoup d'inégalités à l'échelle nationale. Elle est en effet 101e en ce qui concerne l'indice du développement humain, l'IDH. Et enfin, c'est un pays qui inspire beaucoup de méfiance et qui n'a pas de transfert de savoir-faire à cause de leur soft power inefficace. Malgré ceci, cette grande puissance économique est toujours en train d'acquérir les autres attributs d'une superpuissance. En effet, tout d'abord, la Chine devient une puissance géopolitique qui a des prétentions mondiales. Par exemple, elle est la première armée du monde en termes d'effectifs et la deuxième armée du monde en termes de budget. De plus, la Chine est aussi engagée dans le développement politique spatial. Par exemple, en 2009, ils mettent en place le premier alunissage sur la face cachée de la Lune. Ils reprennent aussi le projet d'envoyer un homme sur la Lune et ils participent à la course sur Mars. Et ils organisent des événements internationaux, comme par exemple les Jeux olympiques en 2008. En outre, en plus de son énorme diaspora, notamment en Asie, la Chine accroît son contrôle sur les mers, avec la mise en place et l'installation de ports et de bases militaires. De plus, ils essaient de s'imposer plus en tant que puissance militaire, à travers par exemple les organisations Shanghai, desquelles ils sont les leaders. Ils essayent de mener des opérations militaires conjointes afin de montrer leur puissance militaire. Ainsi, ces facteurs permettent de mettre en valeur les autres attributs d'une superpuissance de la Chine et permet davantage de souligner l'émergence d'une puissance mondiale, notamment économique, depuis l'année 1978 jusqu'aujourd'hui. En conclusion, nous pouvons dire que la Chine a réussi à s'affirmer progressivement en tant que puissance mondiale depuis 1949, en phase de devenir une superpuissance, grâce à l'extension de son influence en Asie et sur la scène internationale, et grâce à son émergence progressive en tant que puissance mondiale, notamment économique, qui s'est fait grâce à son choix d'ouverture au monde. Par contre, la méfiance qu'elle inspire l'empêche toujours d'exercer un soft power efficace et perturbe et retarde son ambition d'être une superpuissance. Cependant, nous avons vu que la Chine a déjà dépassé en 2014 les États-Unis d'un point de vue économique. Pourrait-elle, dans les années à venir, devenir la première superpuissance mondiale et dépasser les États-Unis